Aujourd'hui, nous parlons toujours de la performance, mais versus neurosciences. Neurosciences notamment sur deux thèmes qui m'intéressent, l'attention, la prise de décision. Bienvenue dans ma quatrième interview de Parlons-en où j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Guillaume Mathias. Guillaume Mathias est un expert en neurosciences, mais également en sciences cognitives appliquées au processus décisionnel. Il est également concepteur de la formation BMO, Brain Modus Operandi, mais nous allons en parler tout à l'heure. Mais avant tout, une petite présentation s'impose. Qui suis-je? Je m'appelle Thierry Ferrari, je suis multi-entrepreneur, je suis un artiste, un conférencier et également le concepteur de la méthode d'accompagnement Développe ce que tu es. Si vous aussi vous voulez développer vos performances, si vous aussi vous voulez optimiser votre potentiel, je vous invite à liker cette vidéo, à partager cette vidéo si elle vous plaît et surtout à vous abonner ici à ma chaîne YouTube. C'est parti! Guillaume Mathias, c'est une personne que j'ai connue pendant le confinement, puisque je me suis inscrit à sa formation, et on va un petit peu en parler après, et je vais le laisser parler de sa formation, et qui m'a littéralement bluffé. Voilà, il m'a bluffé, notamment par son expertise en neurosciences, puisque c'est un vrai expert. Je dis bien un vrai parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les neurosciences. C'est un petit peu à la mode et il n'y a pas forcément toujours des vrais experts. Voilà, donc j'avais envie d'abord de le rencontrer pour faire ce témoignage, pour faire cette interview. Puis finalement, nos emplois du temps ne nous permettaient pas de nous rencontrer physiquement. Donc aujourd'hui, c'est en mode visio. Salut Guillaume. Salut Thierry, merci à toi, merci de m'inviter justement sur cet échange, sur cette interview. Et avec grand plaisir de pouvoir évoquer toutes ces thématiques. Effectivement, ça me fait plaisir parce que ça fait très longtemps que je bosse sur les neurosciences et les sciences cognitives. Il y a une effervescence maintenant qui se fait sur les neurosciences depuis quelques années. Et effectivement, c'est intéressant de pouvoir partager, échanger avec vous sur toutes ces thématiques. Comme tu l'as dit, on croise pas mal de choses aujourd'hui sur Internet. Donc, ça fait plaisir d'avoir cet emballement sur les neurosciences. Mais qui dit un emballement dit aussi beaucoup de neuromythes, des croyances qui circulent là-dessus. Et pouvoir échanger ensemble sur ces thématiques, en tout cas, est un immense plaisir. Donc, merci à toi. Merci de cette interview. C'est super pour moi, c'est de la valeur ajoutée, c'est encore donner de la valeur dans ma procédure d'interview, de mon concept de Parlons-en, où effectivement, moi j'aime bien optimiser le potentiel de chaque personne pour les amener à une certaine performance. Donc ma cible, ce sont les performeurs, les gens qui s'intéressent à ça. Et je trouve que c'est bien de pouvoir parler aujourd'hui de deux sujets majeurs. Le premier sujet, c'est la prise de décision. Donc, dans le deuxième volet, on parlera également de l'attention, parce qu'on parle souvent de concentration chez les performeurs, mais on ne parle pas suffisamment d'attention. Voilà. Donc, si le programme te plaît. Avec grand plaisir. C'est la prise de décision et l'attention, effectivement, sont deux mécanismes. Les deux sont liés, bien évidemment. Mais on pourrait effectivement étendre cette réflexion sur qu'est-ce que la décision, qu'est-ce qu'on entend par décision. Tu parlais de concentration. Effectivement, la concentration et l'attention, bien évidemment, sont liés. La concentration est une focalisation de l'attention sur quelque chose de particulier. Et comprendre les mécanismes qui sont sous-jacents à la fois dans la mécanique décisionnelle ou dans la mécanique attentionnelle, permet de dépasser l'approche empirique, finalement, l'approche expérientielle qu'on en a, pour essayer de comprendre en profondeur comment ça fonctionne. Et bien évidemment, un tel programme ne peut que m'en jouer, avec grand plaisir. Pourquoi tu veux qu'on commence? Ah ben écoute, moi, ça me plaît beaucoup de commencer par la décision, en tout cas la prise de décision, d'où ça vient. Je trouve ça assez génial. Pendant longtemps, j'ai toujours dit, voilà, on est responsable de 100% de ce que l'on est. Hein, de la façon de, alors, né, N-A-I-T, ou né en disant E-S-T, hein, peu importe. Et souvent, on est soumis à l'environnement et on laisse souvent l'environnement décider pour nous. Or, en fait, le fait d'être responsable de ce que l'on est et d'être justement à 100% responsable, c'est bien si on a cette notion aussi du conscient et de l'inconscient. Et du coup, j'ai appris, grâce à toi, que ça avait une importance, notamment sur la prise de décision. Et pas qu'un peu. Dans ce que tu disais, il y a une phrase que j'aime beaucoup. On ne peut pas gérer ce qui nous arrive, mais on peut gérer notre façon d'y réagir.
Et j'adore cette logique-là. Et je trouve que ça fait vraiment écho à ce que tu étais en train de raconter. Alors effectivement, le conscient, l'inconscient, facteur énorme dans la mécanique décisionnelle, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais on prend en moyenne 35 000 décisions par jour. C'est absolument pharaonique, le nombre de décisions. Et tout ce qui nous arrive autour de nous, sans aucune exception, et si on se pose 10 secondes pour y réfléchir, on se rend compte de l'importance de la mécanique décisionnelle, puisque tout ce qui est autour de nous est soit le fruit de nos décisions et ou de celles d'autrui. Rien de ce que nous avons n'est pas né de décision. Tout passe par les mécaniques décisionnelles. C'est absolument pharaonique quand on prend conscience de ça. Donc finalement, comprendre le cœur des processus décisionnels, c'est comprendre ce qui est à l'origine de tout ce qui nous entoure et également de la façon dont on va interagir avec notre environnement. Parce que quand c'est le fruit de nos décisions, ben on a la responsabilité de ce qu'on va faire. Mais lorsque c'est les décisions d'autrui, on va avoir la responsabilité de la façon dont on va y réagir. Mais effectivement, on est responsable de ce qui nous arrive, dans le sens où on va avoir la décision de voir comment on va réagir à ça. Alors la mécanique décisionnelle, justement 35 000 décisions en moyenne par jour, donc c'est absolument pharaonique et on n'a pas du tout l'impression de prendre autant de décisions. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi je n'ai pas l'impression de 35 000 fois d'analyser, de me représenter les choses, de les analyser, de me peser le pour, le contre et de décider. Non, bien évidemment, ça serait, t'imagines le temps qu'il faudrait, ça serait absolument astronomique. Comment ça se fait qu'on n'a pas cette sensation de prendre 35 000 décisions en moyenne par jour? Eh bien, tout simplement parce que 99,74% de nos décisions sont inconscientes. En fait, elles sont prises directement par notre cerveau, sans même monter à notre conscience. Et donc, finalement, on peut dire, en galvaudant un peu, que pour le coup, c'est notre cerveau qui décide sans nous interroger. Oui, c'est ça. Parce que finalement, ça veut dire que 0,26%, parce que je fais le calcul inverse, c'est de notre propre décision. Ça veut dire qu'en fait, on décide de rien. C'est notre cerveau qui décide pour nous. Alors, je suis désolé de te le dire, mais dans les 0,26% des décisions qui restent, où on peut se dire, bon, au moins il m'en reste 0,26, c'est moi qui décide. Eh ben non, pas tant que ça. Pour le coup, depuis mars 2019, si on met des gens sous un scanner, sous un IRMF, c'est un scanner qui nous permet de voir l'activité du cerveau en live, eh bien, on peut prédire la décision d'un sujet jusqu'à 11 secondes avant même qu'il en ait conscience. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les cas, notre cerveau décide avant nous. Alors, on va juste résoudre un petit problème schizophrénique apparent. Quand je dis c'est pas moi qui décide, mais c'est mon cerveau, ou si mon cerveau décide, c'est pas moi qui décide, on est bien d'accord. Moi et mon cerveau ne formons qu'un. Mais en réalité, quand je dis moi, c'est une toute petite partie de mon cerveau qui se situe ici à l'avant, là dans le prolongement de mon doigt à quelques centimètres, dans le néofrontal, qui a une capacité incroyable. Il a conscience d'exister. Et donc, quand je dis je, en fait, c'est cette toute petite partie de notre zone de cerveau à l'avant qui s'exprime. Mais comme il a conscience de lui-même, par contre, son défaut, c'est qu'il a l'impression d'être le tout. Il a l'impression d'être tout le cerveau. En réalité, que nenni, il n'est qu'une infime partie. Et donc, 99,74% des décisions ne passent pas par cette zone du cerveau. Donc, n'arrivent pas à notre conscience, donc n'intègrent pas le jeu. Et donc, on a l'impression, ces fameux facteurs inconscients, c'est tout ce qui ne passe pas dans cette petite zone du cerveau ici à l'avant. Et donc, comme ça n'y passe pas, j'en ai pas conscience. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est mon cerveau qui décide. Finalement, c'est la partie extérieure, exogène, en fait, à cette petite zone. Et c'est ce qui crée la dichotomie quand je dis moi ou mon cerveau. Il y a une petite expérience que j'adore faire aux gens pour bien comprendre cette frontière entre le conscient et l'inconscient, entre cette petite zone du cerveau et le reste. Est-ce que tu as déjà réalisé qu'en permanence, on se parle dans notre tête? Ah ouais, tout le temps. Ah, moi, je ne suis pas tout seul. Ah ouais. C'est ça, en fait, à chaque fois qu'on va faire quelque chose, dans notre tête, on se dit ah tiens, c'est chouette, tiens, Thierry, il a sorti une nouvelle interview, tiens, je vais aller la regarder, etc. Tout ça, c'est dans notre tête que ça se passe. Et c'est bizarre de se parler. C'est bizarre d'avoir une voix dans notre tête. Alors, la voix dans notre tête est tout à fait normale si c'est notre voix qu'on entend. Si on entend d'autres voix, c'est un autre problème. Mais si c'est notre voix, c'est tout à fait normal.
Mais ça reste pas moins étrange de se parler. C'est quand même bizarre d'être à l'origine d'un message et d'avoir besoin de se délivrer le message pour savoir ce qu'on voulait se dire. C'est-à-dire, à la limite, essaye de te dire quelque chose, on va prendre quelques secondes, essaye de te dire un truc dans ta tête et arrête-toi en plein milieu. Et ensuite, essaye de savoir ce que tu voulais te dire. Et ben, pour savoir ce que tu voulais te dire, tu es obligé de dérouler la phrase. Pourquoi pourquoi cette étrangeté? Pourquoi cette dichotomie entre... Pourquoi est-ce qu'on est obligé de finir notre phrase pour savoir ce qu'on voulait se dire alors qu'on est à l'origine de la phrase? Eh bien, parce que l'intention du message est dans la zone inconsciente, elle est à l'extérieur de cette petite zone du cerveau. Mais pour que je puisse en avoir conscience, il va falloir que j'arrive à faire passer le message de l'intention de tout le reste du cerveau et la faire rentrer dans cette petite zone. Et pour la faire rentrer dans cette petite zone, j'ai besoin de lui créer une représentation. J'ai besoin de la passer de l'intention à la représentation. J'ai besoin de la verbaliser. Si je ne la verbalise pas, je ne peux pas en avoir conscience. Or, petite exception. Pour pouvoir me le représenter, soit je peux passer par la verbalisation, soit je peux aller plus vite avec un peu d'entraînement. Et là, c'est intéressant parce qu'on essaie de pousser justement les potentiels. Au lieu de passer par la verbalisation, je vais essayer de simplement visualiser ce que je voulais me dire. Et en fait, la visualisation va beaucoup plus vite que la verbalisation. Ça peut être une petite astuce pour essayer justement d'aller plus vite dans nos raisonnements, arrêter de passer par la verbalisation, mais passer par la visualisation. Ça, c'est une petite... Qui est en fait, tu veux dire, quand tu parles de cette visualisation, est-ce que tu parles en termes de pensée? Parce que finalement, pensée visuelle. Une pensée, ça peut être une visualisation comme du son, comme en fait, c'est attaché au sens. Complètement. En fait, c'est de créer une modalité de représentation. On peut créer une modalité de représentation sonore, on peut créer une représentation verbale, mais on peut également créer des représentations visuelles. Mais donc, effectivement, 35 000 décisions en moyenne par jour. Enfin, c'est juste pharaonique. La mécanique décisionnelle est juste folle. Et il y a un truc que je trouve super intéressant. Ça fait des années, pour ne pas dire des décennies, qu'on nous bassine en nous disant l'être humain est un acteur irrationnel. Il est irrationnel dans ses décisions. On le voit bien. On connaît par exemple des fumeurs qui mangent bio. Quelle est la rationalité entre les deux? On a l'impression que c'est totalement irrationnel. Comment est-ce qu'on peut vouloir manger bio d'un côté, faire attention à sa santé, à ne pas ingérer de toxines et autres, et de l'autre côté, fumer une cigarette qui est blindée de plusieurs milliers de produits toxiques et pour le coup à forte concentration. Pourtant, que nous dit cette irrationalité? Eh bien, en fait, si on essaye de décortiquer la mécanique décisionnelle par rapport à un rapport de cause à effet de rationalité, oui, c'est totalement irrationnel. Mais si on s'arrête là, c'est surtout un aveu d'incompréhension du mécanisme décisionnel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nos décisions, elles ne sont pas tant fondées sur la rationalité, on le voit bien, mais elles sont fondées sur des mécanismes addictifs. En fait, ça répond à une logique addictive ou une logique aversive. Une fois qu'on regarde la mécanique décisionnelle à travers le prisme des mécanismes addictifs ou des mécanismes aversifs, alors non, effectivement, ça n'en fait pas un acteur rationnel, ça en fait un acteur logique. De façon logique, à travers la mécanique addictive, on en vient à comprendre finalement pourquoi un individu prend des décisions. Sachant que, comme on l'a dit, 35 000 décisions en moyenne par jour, 99,74% de nos décisions directement prises par notre cerveau, et il nous manque une donnée, c'est que notre cerveau perçoit des informations, affecte de la valeur et est capable de produire une réponse en 230 millisecondes. Donc ça va extrêmement vite, très 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 vite. Très vite, mais logique. Logique selon une logique addictive ou une logique aversive, tout simplement. D'accord, génial. Du coup, ça change complètement notre façon d'appréhender la relation, la mécanique décisionnelle et finalement nos approches empiriques. Pourquoi? Parce que nos approches empiriques essayent de se baser sur l'observation de ce qui se passe. Jusqu'à maintenant, on ne comprenait pas comment le cerveau traitait l'information. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait du test. On met des sujets dans des contextes, et puis on va modifier quelques variables. Et quand on trouve une récurrence comportementale, donc une récurrence dans la mécanique de décision, on finit par en définir un modèle. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On dit à la personne, voilà, vous appliquez tel modèle, vous mettez le sujet dans tel type de contexte, et il va réagir de telle et telle manière. Le truc, c'est que s'il ne réagit pas de cette manière-là, on est bloqué. On ne comprend plus, en fait.
et on ne sait plus quoi faire, si ce n'est que créer de l'A/B testing pour essayer de voir ce qu'on pourrait modifier, pour essayer à créer le comportement ou le type de décision souhaité chez l'individu. Eh bien, en regardant la logique décisionnelle, en comprenant ce qui sous-tend, en regardant comment l'individu traite l'information, on n'est plus obligé de faire de l'A/B testing, il suffit juste de regarder le type d'information qu'on va envoyer, regarder à travers une logique addictive ou aversive comment l'information va être traitée dans le cerveau, et donc on peut anticiper la façon dont il va y réagir. Eh bien, schématiquement, c'est à peu près l'inéquation décisionnelle de BMO. C'est l'inéquation où il m'a fallu des années pour pouvoir la poser. Donc, on parle d'inéquation décisionnelle. En fait, on parle d'opposition entre un équilibre ou un inéquilibre entre les mécanismes aversifs et les mécanismes addictifs. Et dans l'inéquation, chaque variable sont en réalité des variables neurologiques et des variables cognitives. Et grâce à cette inéquation, eh bien, on peut comprendre comment et pourquoi l'individu va prendre certains types de décisions dans un contexte, comment le contexte va venir l'influencer, comment sa propre expérience va venir l'influencer, indépendamment de tous les modèles qu'on connaît. Alors, le but du jeu, ce n'est pas de faire une table rase sur tout ce qu'on connaît, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le management, que ce soit dans le RH, que ce soit dans nos habitudes, etc. Non, le but, ce n'est pas de faire un coup de balai, c'est de comprendre le mécanisme qui agit derrière pour être capable d'aller plus loin, de pouvoir dépasser nos méthodologies actuelles pour pouvoir parfaitement les adapter aux environnements, aux individus et aux objectifs. Voilà. Et donc, c'est vraiment très intéressant de repenser la mécanique décisionnelle à travers une logique addictive. Je ne comprends pas pourquoi inéquation et pourquoi pas une équation décisionnelle. Alors en fait, dans les logiques addictives et dans les logiques aversives, en fait, notre cerveau, lorsqu'il est amené à analyser une information, il y a, si je schématise, il y a le système limbique, et le système limbique qui se poserait une question assez étrange, il se dirait, mais est-ce que ceci est bon ou pas pour moi, dans l'objet qu'on est en train d'analyser. D'un côté, il va y avoir des éléments qui ne seront pas forcément très très bons. On va appeler les mécanismes qui vont déclencher, en l'occurrence du cortisol, mais qui vont déclencher des circuits qui vont montrer que ce n'est pas bon. Mais de l'autre côté, il va voir l'équilibre. Est-ce qu'il y aurait des choses qui seraient bonnes pour nous? Si des choses sont bonnes pour nous, ça va venir déclencher certaines hormones ou certains neurotransmetteurs dans lesquels on est en addiction naturelle. Et ça va être un jeu d'équilibre. Si la potentialité de satisfaction addictive, c'est-à-dire que s'il y a plus de choses qui est bonne pour nous que de choses aversives, alors on va avoir une inéquation, un inéquilibre, je ne sais pas si on peut dire ça, un déséquilibre favorable pour aller vers ce qui est bon pour nous. S'il y a plus de choses dont on est aversif que de choses qui sont bonnes pour nous, alors on va avoir un déséquilibre vers des comportements de combat ou de fuite, c'est-à-dire de défense. Et c'est toujours un jeu d'inéquilibre qui vont orienter nos décisions. Ta question étant, ce qu'est pourquoi pas une équation? Parce qu'une équation, ça serait l'équilibre parfait entre à se dire, c'est à la fois très bon pour nous et très mauvais, mais en proportion parfaitement égale. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Je vais ni aller dans une décision d'engagement, ni aller dans une décision d'évitement ou de défense. En fait, je serai dans l'inaction totale. Il y a une petite histoire qui existe là-dessus qu'on appelle l'âne de Buridan. L'âne de Buridan, en fait, c'est un âne qui avait aussi faim que soif. Pas de bol pour lui. L'éleveur a posé un seau d'avoine et un seau d'eau en proportion égale et à égale distance de son visage. L'âne n'a jamais su s'il avait plus faim que soif, et donc il n'a jamais su s'il devait d'abord boire ou d'abord manger. N'arrivant pas à se décider entre les deux, du coup, il était à l'équilibre parfait, à l'équation parfaite, et il est mort de faim et de soif. Oui, c'est ça. Bon, évidemment, ça reste très schématique, mais ça montre bien ce rapport dans nos décisions, en fait, entre la potentialité aversive et la potentialité de satisfaction addictive. Et c'est toujours ce jeu-là, ce jeu d'équilibre ou d'inéquilibre, d'inéquation qui va opérer entre nous. D'accord. Parce que moi, j'expliquais beaucoup sur la décision. Avant de te connaître, justement, avant de connaître ce détail-là, je disais toujours, en fait, on a peur de décider parfois parce qu'on a peur de ne pas réussir à quelque chose ou alors on a peur de ne pas être aimé. Enfin, il y a toujours… Et en fait, évidemment, maintenant, je mets cette corrélation, c'est-à-dire effectivement entre si on a peur de ne pas être aimé, c'est plutôt l'ocytocine. Enfin, donc, ça va aller toucher justement soit d'un côté… Enfin, non, ne pas être aimé, pardon, ça va être plutôt le cortisol. Excuse-moi, je me rattrape. Ce que je veux dire, c'est que c'est forcément
le côté aversif qui me fait prendre cette décision, ou l'inverse en fait, pour résumer ce que tu disais. Mais à la base, je ne l'expliquais pas comme ça. Donc, je trouve que c'est intéressant voilà, de le recadrer par ce mécanisme de l'inéquation décisionnelle. En fait. C'est ça. Et en fait, c'est là que ça devient super intéressant. C'est qu'une fois qu'on comprend que nos 35 000 décisions en moyenne prises par jour sont pilotées par l'évaluation de mon cerveau. Mon cerveau va évaluer la potentialité de satisfaction addictive ou la potentialité aversive. Et tout ce que nous faisons dans la vie, tout sans aucune exception, sont des stratégies de notre cerveau pour satisfaire ses besoins addictifs. Ou éventuellement pour éviter les caractères aversifs. Mais en réalité, quand on trouve une stratégie d'évitement d'une situation aversive, la stratégie d'évitement devient addictive en fait, devient une force de satisfaction addictive. Donc, véritablement, on est tout ce qu'on fait dans la vie, sans aucune exception, jusqu'à se gratter l'oreille, qui pour le coup est un facteur dopaminergique, sont des stratégies de notre cerveau pour satisfaire cette addiction naturelle. Et là, c'est une prise de conscience énorme. En fait, ça fait du mal à le dire comme ça arrache un peu, mais on est tous drogués en fait. On est tous dans un état addictif permanent. On est dans cette tension addictive permanente. D'ailleurs, c'est pas nouveau, on le sait depuis très très longtemps, notamment avec Platon. Il y a 2500 ans, Platon nous parlait du mythe d'Androgyne. Que disait le mythe d'Androgyne? Il disait qu'avant, l'humain était complet, satisfait et complet par nature, et il se sentait tellement puissant dans son état de complétude qu'il est allé défier les dieux. Les dieux, pour les punir, voilà, ont divisé les humains en deux, les poussant, les amenant finalement dans un état d'incomplétude. Et en réalité, cet état d'incomplétude nous poussait à se mettre à l'action pour aller rechercher la moitié manquante, pour essayer de retrouver notre état de complétude. Ce qui était quand même déjà balèze, il y a 2500 ans, d'avoir conscience de l'état d'incomplétude de l'être. Mais repris par Lacan dans les termes que je viens d'évoquer. L'état d'incomplétude, c'est l'état de manque lié à mes addictions. Et c'est parce que effectivement, je suis dans un état addictif, parce que j'ai besoin d'aller satisfaire cette addiction. C'est cette force qui me pousse à rentrer en action dans différents comportements pour aller satisfaire mes addictions. Si on n'avait pas ce mécanisme-là, on ne bougerait tout simplement pas. En fait, on serait juste inerte. C'est ce qu'on appelle l'équilibre instable. Je crée un manque, je vais satisfaire ce manque pour retrouver un équilibre qui va me replonger en équilibre, etc., etc. Et c'est la mécanique qui nous met en mouvement. Et donc, cette mécanique décisionnelle, elle va au-delà du simple choix, tiens, je préfère une fleur bleue qu'une fleur verte, etc. C'est le choix, la décision, c'est la mécanique qui nous met en mouvement. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui va nous pousser à résoudre ces décisions en fonction de nos mécanismes addictifs et orienter nos choix. Ensuite, ma conscience va rationaliser les décisions de mon cerveau a posteriori. Et donc là, on tombe dans le voile de l'illusion de la représentation, etc., que généralement, on a du mal à dépasser. Mais c'est justement ça, il faut réussir à dépasser l'illusion pour aller comprendre la mécanique addictive qui est derrière, ce qui conditionne finalement mes décisions, mes choix. Et donc, c'est ça qui est formalisé sous une équation, et c'est ça qu'on arrive à faire aujourd'hui avec BM. D'accord. Alors, ce qui voudrait dire, en fait, qu'on pourrait quand même avoir par entraînement, en fait, on pourrait très bien gérer une partie de nos automatismes pour que des décisions arrivent de fait sans qu'on ait besoin d'y penser. Je parle par exemple dans un entraînement pour un sportif ou pour un artiste où il a besoin de décider assez rapidement en fonction d'un contexte en fait. Il va se passer telle chose, s'il se passe telle chose, voilà comment je réagis. Alors exactement. En fait, il y a plusieurs choses par rapport à ça. C'est extrêmement bien d'automatiser certaines choses et dans certains contextes, ça peut être périlleux. C'est pourquoi? Parce que ça amène les biais cognitifs. Alors, dans la partie qui est positive, dans l'automatisme, de créer des automatismes décisionnels, c'est que j'ai plusieurs façons de prendre des décisions. Soit je les fais de façon volontaire, et donc là, on est totalement d'ailleurs dans le système décrit par Daniel Kahneman, système 1, système 2, les deux vitesses de la pensée. La première vitesse, c'est je fais les choses consciemment et volontairement. Donc, il faut que je pose, on reviendra d'ailleurs sur la mécanique attentionnelle pour le coup, mais il faut que je pose mon attention sur une chose et que je la décortique et que je prenne des décisions l'une après l'autre, lentement et de façon volontaire. Ça consomme énormément d'énergie. C'est très intéressant quand tu es dans un environnement incertain, dans un environnement de découverte, donc dans lequel tu ne peux pas encore conditionner de réflexe, faute de quoi tu te planterais.
Donc ça, c'est très utile de pouvoir prendre des décisions volontaires, une à une. Le problème avec ça, c'est que, comme on vient de le dire, ça consomme énormément d'énergie, c'est très lent et ça monopolise mon attention sur quelque chose. Si c'est une tâche répétitive, dans un contexte récurrent, alors dans ce cas-là, j'ai tout intérêt à l'automatiser. Pourquoi? Parce qu'en l'automatisant, je vais aller beaucoup plus vite, je vais pouvoir économiser de l'énergie, et en même temps, je vais pouvoir libérer mon attention pour focaliser mon attention sur des éléments plus clés, avec de plus grandes variables, avec de plus grands facteurs d'incertitude. Et donc, au moins, je vais pouvoir libérer mon attention pour la focaliser sur ce qui est essentiel. Techniquement, c'est ce qu'on fait quand on conduit. Rappelle-toi, la première fois que tu as conduit, le mec de l'auto-école t'a dit « Ok, allez hop, tu mets les mains 10h10 sur le volant, tu mets le contact. Alors, tu vas appuyer avec ton pied gauche sur la pédale. Avec la main droite, tu vas venir attraper le levier de vitesse. Tu vas le tirer sur la gauche. Tu vas ensuite le monter vers l'avant. Ensuite, tu vas mettre ton clignotant, tourner ton volant, faire des contrôles rétro, libérer le pied gauche tout en appuyant sur le pied droit, tout en tournant le volant. » Rien n'était automatisé. C'est l'enfer. Et généralement, boum, on cale. Ou alors, si on se concentre sur ce qui se passe à l'intérieur pour ne pas caler, on ne voit pas la voiture qui arrive. Donc, trop de choses à faire volontairement simultanément, je ne peux pas y arriver. Alors que maintenant, quelques années plus tard, hop, tu montes dans ta voiture, tu mets ton contact, tu peux discuter avec quelqu'un, tu as quasiment tout automatisé. Et en moins, ça permet aussi de libérer ton attention sur les dangers de la route qui, eux, sont des grosses variables, alors que clairement, ton levier de vitesse, il sera toujours à droite et ta pédale d'embrayage sera toujours à gauche. Donc ça, tu peux l'automatiser. Voilà. Et c'est ce qui nous permet effectivement de pouvoir conduire, être plus vigilant sur la route ou à pouvoir tenir une conversation en même temps avec quelqu'un. Donc l'automatisation des tâches récurrentes est plutôt une bonne chose. En revanche, donc là, c'est dans un usage spécifique, bien cerné. Après, notre cerveau ne fait pas qu'automatiser des tâches très spécifiques dans un environnement professionnel ou dans un sport ou ce genre de choses. Il va essayer d'automatiser un maximum de choses dans notre environnement, dans notre vie de tous les jours. Et là, pour le coup, eh bien, c'est pertinent dans 95% des cas où effectivement l'automatisation de la tâche fait que ça produit les bons résultats et donc notre cerveau continue l'automatisation. Mais dans 5%, enfin ça va dépendre des biais, mais dans certaines situations, eh ben, ça va nous induire en erreur. Et il y a des automatismes qui nous induisent systématiquement en erreur. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs sont des automatisations de notre cerveau qui fonctionnent dans la grande majorité des cas, mais qui parfois nous amènent à faire des erreurs. Par exemple, je vais te donner un biais de contraste classique. Si tu vas dans un magasin, que tu vas acheter quelque chose à 25 € et que grâce à un ami, tu apprends qu'il est 5 € moins cher à 5 minutes de là à pied, il y a de fortes chances que pour économiser ces 5 €, tu vas marcher 5 minutes pour aller acheter l'objet, non pas à 25 € mais à 20 €. Alors que si tu t'achètes un costume à 800 € et que tu apprends que, par encore le biais d'un ami, tu as le même costume à 5 minutes de là, mais à 795 €, il y a peu de chances que tu reposes le costume pour aller le chercher à pied. Comment ça se fait que dans un cas, tu es prêt à marcher 5 minutes pour 5 € et pas dans l'autre? C'est un biais cognitif, ça s'appelle un biais de contraste. Voilà, c'est le genre de petites choses, des automatismes de notre cerveau. L'affectation de valeur, là, dans ce cas-là, est automatisée par contraste, parce qu'on ne sait pas évaluer quelque chose dans l'absolu. Et donc, en fonction du contexte, le biais va m'induire en erreur ou pas. Voilà, c'est typiquement le genre d'erreur qu'il peut y avoir sur des biais. D'accord. Donc ça me fait rebondir en fait sur la deuxième chose qui était le deuxième thème qui était sur l'attention. Parce que finalement, tout à l'heure, tu disais que ça prenait énormément d'énergie. On sait que, je crois que tu nous disais que c'était 20% de nos réserves énergétiques quotidiennes. Énergétiques. Et donc, pour le coup, je trouve que c'est un bon lien pour passer directement à l'attention. Ça en consomme de l'énergie. La focalisation d'attention. C'est clair. Tout à fait. Justement, par rapport à la mécanique attentionnelle. Alors, ça, ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau prend des décisions, on l'a dit, en 230 millisecondes. D'accord? Donc, ça va extrêmement vite. Sans rentrer trop dans les détails, ça serait trop long, mais notre cerveau perçoit à peu près 400 000 unités d'information par seconde. C'est ces 400 000 unités d'information par seconde sur lesquelles mon cerveau va prendre des décisions, et ce, extrêmement rapidement. Mais je n'en ai pas conscience. D'accord? Pour que ça remonte à ma conscience, eh bien, mon cerveau va extraire 40 unités d'information en moyenne sur les 400 000 pour les porter à ma conscience. Et c'est ces 40 unités d'information que je vais pouvoir me représenter et donc sur lesquelles mon attention va se porter. En réalité, le filtre
qui va faire que sur les 400 000 unités d'information par seconde, il y en a 40 qui soient extraites pour être portées à ma conscience, c'est justement le rôle de l'attention. C'est son rôle. Je ne vais porter à ma conscience que des éléments sur lesquels mon attention s'est portée. Si mon attention ne s'est pas portée sur quelque chose, alors à ce moment-là, ça ne va pas être extrait, ça ne va pas être porté à ma conscience et ça n'existera tout simplement pas dans ma représentation du monde. Il faut que mon attention se porte sur quelque chose pour que je puisse en avoir conscience. Une définition que j'adore, c'est une définition qui a été donnée par Jean-Philippe Lachaud, c'est un neurologue contemporain spécialisé dans la mécanique attentionnelle, et il nous dit la chose suivante: l'attention est la focalisation sur des éléments privilégiés dans la masse de mes perceptions, dans la masse de mes perceptions, donc les 400 000 unités d'information par seconde que mon cerveau reçoit, et de mes processus mentaux. Mon imaginaire, quand j'imagine des choses dans ma tête, ce sont les processus mentaux, c'est l'imagerie motrice. Donc, mon attention va venir focaliser dans la masse de mes perceptions et des processus mentaux pour être portée à ma conscience. Donc, ont été dignes d'intérêt pour être portés à ma conscience. Et donc, c'est vraiment ce rôle d'extraction des perceptions pour le porter à ma conscience et que je puisse avoir conscience que ça existe. Si, par exemple, tiens, regarde, fais un exercice tout bête. Coupe ta caméra juste 10 secondes. J'enlève. Ouais, coupe là. Ouais. Là. Maintenant, si on demande aux auditeurs, derrière toi, il y avait des tableaux. Et il y a un des tableaux derrière toi qui représente simultanément deux choses. Quelles sont ces deux choses? Eh bien, il y a peut-être des gens qui pourront répondre à cette question. Et en fait, c'est parce que leur attention, à un moment donné, s'est portée sur le tableau qui était derrière. Et donc, ils ont pris conscience de l'existence du tableau et ce qu'il représente. Il y a peut-être d'autres personnes qui ne peuvent pas répondre à cette question. Ce n'est pas que l'information n'est pas passée à travers leur rétine, puisqu'ils regardent la vidéo, et donc forcément, l'image est passée à travers la rétine. C'est juste qu'elle est restée parmi les 400 000 unités d'information par seconde qui ont été traitées par le cerveau. Mais l'attention ne s'est pas portée dessus, ça ne l'a pas extrait de la masse de perception, ça ne l'a pas porté à la conscience. Donc tout simplement, on n'a pas conscience de ce qui était derrière toi, et donc on ne peut pas répondre à la question. Tu peux activer ta caméra. Et donc le tableau dont je parlais, c'est le building qui est derrière, qui représente à la fois un paysage urbain et une jeune fille collée à la vitre. Et donc, on a cette double représentation au niveau du tableau. Mais si mon attention n'est pas venue se porter dessus, le flux d'informations a juste traversé ma rétine, il a été traité par le cerveau, il n'a pas été porté à ma conscience. Et donc, tout simplement, je n'ai pas conscience, ça n'existe pas, je n'ai pas conscience de son existence. Eh bien, ça, c'est l'attention qui permet ça. Et là, ça devient super intéressant. Pourquoi? Parce que si je ne porte pas quelque chose à mon attention, eh bien, tout simplement, pour moi, ça n'existe pas. En fait, on a souvent à croire, et c'est normal, c'est l'illusion, que l'on vit dans le monde réel. C'est-à-dire que, par exemple, si je vois cette carte à jouer, c'est que cette carte existe. Non. Pour qu'elle existe, il faut qu'elle soit portée à ma conscience, il faut que je me la représente. En réalité, on ne vit pas dans le réel, on vit dans la représentation qu'on se fait du réel. C'est pas évident, hein? La représentation du réel, ça veut dire quoi, représentation? C'est présenter à nouveau, présenter à nouveau à l'intérieur ce qui était à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est clair comme exercice. Ouais, c'est clair. Quand je vis dans un monde de représentation, c'est bien que je vis dans un monde où j'ai fait renaître à nouveau à l'intérieur ce qui était à l'extérieur. Or, qu'est-ce qui va déterminer, ce qui va rentrer dans ma représentation du monde? Eh bien, c'est mon attention. Si je porte mon attention sur un maximum d'informations de l'environnement, un maximum d'informations, un maximum d'éléments de l'environnement, alors mon cerveau va pouvoir se représenter un maximum de choses et je vais avoir une représentation du monde très riche. Alors que si je focalise toujours mon attention sur les mêmes choses tout le temps, de façon répétitive, sans curiosité, finalement, je vais avoir une représentation du monde qui va être très faible par rapport à l'ensemble des possibles. Or, en réalité, je réfléchis sur quoi? Je crée sur quoi? Qu'est-ce qui fait que je vais créer des choses? C'est en réunissant un maximum de représentations et en les combinant de façon originale. Mais pour ça, j'ai besoin
d'avoir une représentation du monde très riche. Et plus ma représentation du monde sera riche, plus j'aurai d'éléments à combiner entre eux. Plus je vais être capable de faire une créativité qui va être riche, plus je vais pouvoir poser des raisonnements complexes importants. Alors, il y a un double mécanisme. Je crois qu'il va y avoir des travaux chez moi. J'espère que ça ne va pas durer. Donc, plus il va y avoir il y a une double mécanisme. C'est-à-dire qu'il faut avoir en même temps une capacité à ouvrir notre attention sur un maximum de choses pour enrichir notre représentation du monde et avoir un monde très riche. Et en même temps, après, il faut être capable de pouvoir resserrer, focaliser notre attention sur quelque chose de très précis dans la durée. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la concentration. Je vais concentrer mon attention sur quelque chose et maintenir ma concentration sans me laisser perturber par les autres flux. Et en fait, l'attention, c'est quelque chose de très flexible. L'attention, je peux l'ouvrir sur un spectre très large et je peux l'ouvrir sur les perceptions, sur mon environnement, ou alors je peux tourner mon attention sur mes représentations. Je peux me concentrer sur ce qui se passe dans ma tête, sur des images, sur des souvenirs, sur tout ce que je vais pouvoir générer. Donc, mon attention est mobile à la fois sur le monde extérieur, mais également sur l'introspection. Et je peux l'ouvrir sur un champ large, c'est-à-dire un spectre très large, ou au contraire, venir le concentrer sur quelque chose de très précis. C'est hyper intéressant. Parce que justement, ça veut travailler dire notre attention. Ouais. On est sur l'intérieur et l'extérieur. Donc, on est, ce que je disais tout à l'heure, avec notre capacité à 100% sur l'intérieur et moins sur l'extérieur. Et on l'a avec cette histoire un peu comme la loupe ou ce que tu dis en étant étroit ou large. On peut avoir cette double concentration soit sur l'extérieur avec un événement extérieur ou soit carrément à l'intérieur en préparation sur une visualisation, visualiser par exemple quelque chose de bien précis qu'on doit appliquer le lendemain, ou c'est ce qu'on fait quand on est artiste, tout simplement, ou sportif en l'occurrence. Totalement. Par exemple, un sportif doit impérativement, au moment de son épreuve, être capable de pouvoir focaliser son attention sur les facteurs exogènes, donc sur son environnement, mais sur quelque chose de très précis. Imagine un athlète qui va être prêt à aller courir le 100 mètres. Il a intérêt à bien concentrer son attention sur son parcours, enfin sur le bruit du go, sur ensuite son parcours, la visualisation de son objectif, sans se laisser perturber par le bruit du stade, les athlètes autour, des journalistes qui pourraient effectivement faire des interviews sur le côté, etc. Donc, être capable de focaliser son attention sur quelque chose de très précis. Ou alors également, et tout en court-circuitant son attention des doutes éventuels qu'il pourrait avoir en se disant « Ah oui, bah tiens, j'ai un peu mal là, mais oh punaise, lui, il est là, il a l'air super bon, est-ce que machin ?» Non, on coupe. En fait, on réduit le spectre attentionnel pour le concentrer sur ce qui est unique. Et en fait, ça s'entraîne. La flexibilité, moi j'appelle ça la flexibilité attentionnelle, entre la direction de l'attention sur les flux extérieurs ou les flux intérieurs, entre un spectre large ou un spectre, au contraire, une focalisation précise, et bien cette flexibilité, elle s'entraîne. Et y compris son maintien dans le temps. C'est très difficile au départ, on le voit bien avec les gamins. Tu leur demandes de faire quelque chose, ils vont être éparpillés dans tous les sens. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas encore la capacité à tenir leur attention à un point précis dans le temps. Eh bien, ça s'entraîne. En fait, par un jeu d'entraînement, on est ensuite capable de pouvoir maîtriser la flexibilité attentionnelle ou le maintien à un niveau donné. Tout en sachant que c'est très consommateur d'énergie et que pour le coup, il vaut mieux limiter. Alors, moi, j'aime bien prendre cet exemple, par exemple, l'exemple du golfeur, en fait. C'est-à-dire qu'entre deux trous, il n'a pas besoin d'être complètement attentif. Il se déplace, il est, moi, ce que j'appelle en pré-attention, c'est-à-dire qu'il sait très bien où il est positionné, il sait très bien qu'il va aller jouer son prochain coup, mais il peut se détendre sans problème. Ce n'est pas le moment où il va décider, donc il n'y a pas de décision, il n'y a rien à faire. Il occulte ce qu'il veut occulter, mais en tout cas, il n'est pas dans cette zone attentive, sinon il ne fera jamais ses 18 trous. Ensuite, lorsqu'il arrive près de sa balle, il va se mettre dans une phase d'évaluation, c'est-à-dire, OK, je suis à tant de mètres là, qu'est-ce que je vais jouer ? Je vais jouer un fair set ou je vais jouer un sandwich, peu importe. Il va choisir le club qu'il va prendre. Donc là, il est dans cette phase d'évaluation. Ensuite, moi j'aime bien qu'ils franchissent un faux fil, en tout cas, qu'ils sortent de cette phase-là pour qu'ils se mettent vraiment dans une phase donc là, de décision, de prise de décision.
Donc là, quand ils sont dans cette prise de décision, ils sont effectivement très attentifs. Donc là, on commence à tout oublier. Et quand ils ont pris cette décision, donc ils sont sûrs de ce qu'ils vont faire, il n'y a pas de remise en question à partir du moment où ils l'ont décidé. Ils passent dans la dernière phase, qui est la quatrième phase, qui est la phase de l'action. Et là, on est en pleine concentration. C'est-à-dire qu'on connaît, ce n'est pas la technique, hein, on connaît la technique, tout ça. Mais par contre, on est dans cette phase d'action concentrée. Tout à fait. Complètement. Complètement. Par Et ce qui est super important, tu vois, dans la décision, dans cette phase-là, notre cerveau passe son temps à anticiper les choses. Mais tu peux orienter aussi tes anticipations. On vit dans une représentation du monde. Donc, on peut façonner ces représentations autant qu'on veut. Tu peux créer une représentation de doute. Est-ce que je vais y arriver, pas y arriver? Est-ce que machin, est-ce que ceci? Merde, j'aurais peut-être dû m'entraîner un peu plus. Tiens, j'aurais dû manger plus léger ce midi pour le swing, etc. Enfin, tu peux imaginer tout ce que tu veux. Tout ça sont des représentations. Mais si tu crées des représentations de doute, le doute est plutôt aversif. Et donc, dans ta phase de décision, ça va venir peser dans le mauvais sens du terme. Alors qu'au contraire, si tu crées des représentations positives de l'atteinte de l'objectif, de la visualisation du geste parfait, de la satisfaction à la réussite, etc., pour le coup, tu vas être au contraire sur des choses qui vont satisfaire ta potentialité de satisfaction addictive. Et donc, au moment de ta concentration, au moment où tu vas prendre ta décision, tu ne seras pas du tout dans le même état physiologique. D'un côté, tu seras dans l'état de satisfaction. De l'autre côté, tu seras dans l'état de doute. Et la réponse comportementale instinctive n'est pas la même. D'où l'importance de bien focaliser son attention sur les représentations qu'on souhaite, ce qui va venir orienter notre posture au moment de la décision et donc, bien évidemment, notre geste derrière, le fait qu'on soit prédisposé à faire un bon swing ou pas. Donc, effectivement, là, il y a une passerelle qui est super intéressante entre la mécanique décisionnelle et la mécanique attentionnelle. Absolument essentiel. D'accord. Et donc, du coup, je voulais revenir sur ce que tu nous disais aussi. Tu disais qu'il y avait un sens où, quand c'était le cerveau, c'était de la perception. Et quand c'était… alors, attendez, le cerveau, c'était la perception. Et quand c'était en mode représentation, c'était la conscience. Et ça, c'est intéressant aussi à se l'imaginer, je trouve. Tout n'est que perception pour notre cerveau, c'est-à-dire les 400 000 unités d'information de perception. Donc ça, c'est traité par mon cerveau. Tout n'est que représentation pour ma conscience. Ça, c'est les 40 unités d'information qui en sont extraites et qui sont portées à ma conscience. Du moment que j'ai conscience de quelque chose, c'est que je me la suis représentée. Du moment que j'ai conscience d'un objet, par exemple, à côté de moi, là, j'ai un bouquin qui est là. Si j'ai conscience que ce bouquin existe, je suis en train d'interagir avec la représentation que je me fais du bouquin et non du bouquin en lui-même. C'est pour ça qu'en réalité, on n'affecte pas tous la même valeur aux choses, qu'on a tous des représentations différentes. Pourquoi? Parce que si on était directement en prise avec le réel, on parlerait tous exactement de la même chose. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que mon cerveau a besoin de se représenter les choses pour en avoir conscience. Et là, pour le coup, on a tous des représentations différentes. Représentations liées à nos mécanismes addictifs, et représentations différentes liées à nos mémoires, à notre vécu, à notre expérience. Tout ça vient influencer la façon dont on se représente les choses. Mais comme on se représente tous les choses de façon différente, en réalité, quand on échange avec deux personnes, on n'est pas en train d'échanger sur le réel qui serait au centre, on est en train d'échanger sur les représentations de chacun. Et là, ça, c'est effectivement, et tout n'est que perception pour notre cerveau, tout n'est que représentation pour notre conscience. Et ça fait un gros switch. Oui, c'est ça. Ok, bah super. Moi, je trouve que voilà, on a bien détaillé ces deux thèmes. J'espère que tout le monde a pris du plaisir à t'entendre parce que vraiment, je trouve que c'est limpide comme explication. Et puis, ça fait prendre conscience vraiment. Alors, comme je te disais, le potentiel, c'est déjà la prise de conscience. Ça fait vraiment prendre conscience que on est loin, loin, loin des fois d'imaginer notre plein potentiel en fait. Donc, je trouve ça vraiment génial, quoi. En tout cas, je suis ravi d'avoir pu échanger sur ces sujets-là. Il y aura encore tellement et tellement et tellement à dire sur ces sujets. Hein. Malheureusement, voilà, sur des formats comme ça, sur un peu moins d'une heure, on peut déjà les survoler. Mais je trouve ça effectivement intéressant de prendre, comme tu dis, déjà de prendre conscience qu'on peut dépasser nos représentations justement habituelles pour essayer d'aller plus loin, pour essayer d'être plus juste, plus fin, dans une meilleure compréhension finalement de ces mécanismes et dépasser l'illusion qu'on a, dépasser l'illusion du réel,
pour essayer d'aller chercher, quand tu parles de plein potentiel, c'est vraiment cette capacité à dépasser l'illusion pour aller plus loin, pour réussir à prendre son plein potentiel, effectivement. Et en tout cas, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et avec vous sur ces sujets. Merci, c'est super sympa. Donc, en tout cas, pour les gens qui veulent en savoir un peu plus, tu donnes de l'initiation quand même avec BMO. Est-ce que tu peux en dire plus? Est-ce que tu as des dates particulières? Alors, pour rien te cacher, la précédente initiation était il y a quelques jours. En tout cas, on en fait une par mois. On fait une initiation en visio. Ça dure à peu près, non, je ne vais pas dire 1h30, ça dure 2 heures. Ça dure à peu près 2 heures. Je dis 1h30, mais à chaque fois, je déborde jusqu'à 2 heures. Donc, on va directement annoncer 2 heures. Donc, je fais une initiation par mois à comprendre comment fonctionne l'inéquation décisionnelle de BMO. Donc, vraiment comprendre comment fonctionnent les mécanismes décisionnels à travers le prisme des neurosciences et des sciences cognitives. Ça dure 2 heures, une fois par mois, inscription gratuite, et on peut le retrouver directement sur le site de BMO. Donc BMO Academy, pardon, www. Voilà, tu regarderas en bas. Je mettrai le lien Voilà. sur la vidéo, pas de souci. Et avec grand plaisir, en tout cas, de vous accueillir sur l'initiation. Génial. Mais moi, je te remercie beaucoup pour cet échange. C'est toujours fascinant d'entendre ça. Donc, voilà, j'espère qu'on a apporté suffisamment de valeur à tous ces performeurs qui sont toujours en attente d'en savoir plus. Avec grand plaisir. Un grand merci à toi et en tout cas, un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci, à très bientôt.